Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Niata TV et merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les sommaires. Lancement ce jeudi matin du processus d'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Les assises nationales de la refondation ont pris fin cet après-midi dans les communes de Bamako. Avant la clôture, notre équipe était présente aux travaux de la commune 6 à la Cité des Enfants. Le Nigeria va détruire 1 million de doses de vaccins Covid-19 périmés. Comme annoncé dans les titres, la cérémonie de lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption a eu lieu ce matin, 16 décembre, à l'hôtel Salam de Bamako, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. La dite cérémonie était placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Suivons le reportage. Instaurée en 2003, la journée internationale de lutte contre la corruption, elle vise à sensibiliser l'opinion publique, les fonctionnaires, les secteurs privés et tant d'autres à connaître les conséquences de la corruption, car elle est la cause du détournement des milliards de dollars. La journée internationale de lutte contre la corruption a été instaurée en 2003, à la suite de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique à cette problématique et à rappeler qu'il est le devoir de chacun, État, responsables gouvernementaux, fonctionnaires, forces de l'ordre, médias, secteur privé, société civile et population dans son ensemble de lutter contre ce flot. La corruption a en effet un impact direct sur la qualité des services. Elle entraîne une mauvaise allocation des ressources, entrave la concurrence et les investissements, compromet le processus de développement et affecte négativement la qualité de vie des citoyens. Selon certaines estimations, elle fait perdre chaque année près de 2600 milliards de dollars aux États. Le Mali a entrepris des initiatives pour la meilleure refondation de l'État, mais peine perdue, l'implication de la société civile permettra de trouver une solution afin d'atteindre l'idéal, car il est temps d'agir convenablement pour endiguer le fléau. Depuis l'avènement de la Troisième République, le Mali a ouvert plusieurs chantiers de réforme de l'État en vue de la mise en place d'un État démocratique plus performant en matière de lutte contre la corruption et la délinquance financière pour un développement harmonieux. Mais force est de constater que le Mali n'est pas au rendez-vous souhaité par les citoyennes et les citoyens, malgré l'arsenal des textes de loi, la création de nouvelles structures de contrôle, les mesures prises et la signature des différents protocoles et conventions. Adepte infatigable dans cette croisade contre ce fléau, la société civile sera un acteur très engagé dans le processus de l'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, car nous sommes sûrs que notre participation est un élément clé dans l'établissement d'un diagnostic des problèmes de corruption du Mali et dans la présentation de la stratégie et des mesures mises en œuvre par le gouvernement du Mali afin de prévenir et lutter contre la corruption. Il est temps d'agir et agir avec détermination et efficacité dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière en instaurant la rigueur absolue, la transparence et la participation des acteurs de la société civile
dans la gestion de cette problématique. L'insécurité grandissante à laquelle le Mali est confronté, aggravation des conflits intercommunautaires, les criminalités organisées et entre autres sont les causes de la corruption. Et lutter contre cela a un lien solide avec le processus de la refondation. Les questions de bonne gouvernance, de transparence de la vie publique et de lutte contre la corruption sont intimement liées au processus de refondation de l'État. Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, distingués invités, la corruption est un mal insidieux dont les effets sont multiples. Elle sape les fondements de l'État, entraîne des violations des droits de l'homme, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. Ce phénomène a pourtant pris des proportions incommensurables dans notre pays, en même temps que les structures d'audit et de contrôle des finances publiques se multiplient. Aujourd'hui, nous sommes tous préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité de notre pays. D'où la nécessité de doter notre pays d'une stratégie afin de définir la vision, les secteurs prioritaires, les actions, les outils et les moyens à mettre en œuvre de façon coordonnée en vue d'obtenir des résultats tangibles dans la promotion de la bonne gouvernance et dans la lutte contre la corruption. Notre pays, en ratifiant la Convention des Nations Unies contre la corruption, a réaffirmé sa détermination à prévenir et à endiguer le phénomène de corruption. La charte de la transition adoptée en septembre 2020 consacre la promotion de la bonne gouvernance parmi les missions prioritaires de la transition. Le plan d'action du gouvernement adopté en août 2021 par le Conseil national de transition prévoit un axe dédié à la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et une série de mesures nécessaires au renforcement de la lutte contre la corruption. Au nom du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et par la même occasion déclaré installé les membres du comité de pilotage. La lutte contre la corruption est l'une des priorités de la transition politique en cours au Mali, compte tenu de ses effets négatifs sur les sociétés économiques et politiques. En effet, la corruption détériore la qualité des services, entraîne une mauvaise allocation des ressources à travers la concurrence et les investissements, compromet le processus de développement, affecte négativement la qualité de vie des citoyens. Lutter contre la corruption est une aubaine. Les assises nationales de la refondation dans les différentes communes du district de Bamako se poursuivent ce jeudi en commune 6. Les représentants des chefs de quartier, des partis politiques ou des confessions religieuses, des associations et organisations de la société civile, des organisations de femmes ont répondu massivement présents aux annières ce matin à la cité des enfants. Essata Touré et Salifou Nyare ont fait le constat pour Nyata TV. Les habitants de la capitale montrent un vif intérêt pour les échanges sur les préoccupations nationales. Ils ont fait le déplacement au niveau des différentes communes pour exprimer leur avis sur le devenir du pays. En commune 6 du district de Bamako, la rencontre s'est tenue à la Cité des Enfants dans 2 salles. Selon les points focaux de cette commune, les travaux pour ce deuxième jour des Assises nationales de la refondation se sont déroulés normalement. Les travaux se déroulent conformément aux directives de l'organisation nationale. C'est-à-dire que dans toute œuvre humaine, ça ne va pas de difficultés. Mais ces difficultés, on les a surmontées. D'hier à aujourd'hui, les travaux se déroulent normalement comme prévu. C'est le même avis pour la présidente de la commission du groupe B des Assises nationales de la refondation dans la 2e salle. Les travaux se déroulent très bien dans notre salle, Dieu merci. Les gens sont déterminés à travailler. Les gens sont venus beaucoup.
et on n'a pas constaté de dégâts, tout se passe bien. On a fait beaucoup de thématiques et ça va dans l'ensemble. Toutes les couches de la société participent à ces assises, notamment Les représentants du pouvoir traditionnel, les représentants des cultes, des religions, des ouvriers, des manœuvres, toutes les corporations dans la commune sont représentées, en passant par les mouvements, les organisations politiques et sociales et culturelles. Et même les déplacés sont là en nombre aujourd'hui. Toujours selon Mme Sidibé, si les autorités prennent en compte les avis des participants, les assises porteront fruit. Je pense que si le gouvernement tient compte de tout ce qui se passe dans les assises, de tout ce qui se dit ici, c'est sûr et certain que ça serait une porte de sortie pour notre pays. Haruna Nyang, membre de la Commission nationale d'organisation des assises nationales de la refondation, s'est réjoui de la forte mobilisation des participants. En effet, il a effectué des visites dans les différentes communes de Bamako. Je suis très satisfait parce qu'il y a eu une forte participation. Les salles étaient pleines et j'ai senti aussi beaucoup d'engagement. Donc ça veut dire que les Maliens sont conscients de la nécessité de discuter, de dialoguer, de se rassembler, de s'unir pour pouvoir régler les problèmes que connaît le pays. Ça, c'est une très grande satisfaction. Tous nos interlocuteurs ont lancé un appel au peuple malien et au gouvernement de transition. Le peuple malien doit maintenant apprendre que dire que la chose publique n'est pas mon affaire, c'est ce qui nous a amenés pratiquement dans cette situation. Désormais, les gens doivent être conscients du danger que nous sommes en train de vivre dans notre âme, notre honneur et notre dignité est pratiquement mis au pied parce que nous n'avons pas été écoutés. Ensemble, tous les enfants doivent s'écouter et prendre des dispositions pour vraiment relever ce Mali qui est à genoux par les forces occultes du mal. D'abord, je lance cet appel à la transition malienne, aux organisateurs de cette assise nationale. Je leur demande de prêter attention à tout ce que la population est en train de dire parce que tout ce qui se dit ici, c'est l'idée de tout le peuple malien, de tenir compte de tous les enjeux, des difficultés. Et je demande à la transition de veiller à ce que tout ce qui se dit dans les assises soit appliqué à la lettre. Nous demandons à ce que les gens ne se contentent pas seulement à identifier les problèmes, mais qu'ils fassent aussi des propositions de solutions. Parce que c'est à travers les contributions des uns et des autres que nous pourrons dégager un consensus qui va permettre au pays de trouver sa voie par rapport non seulement aux problèmes que nous connaissons, mais mieux pour le développement économique et social du pays dans son ensemble. Et surtout faire en sorte que nous puissions combattre la pauvreté. Parce que beaucoup de nos problèmes, la cause principale, c'est l'ampleur de la pauvreté. Je crois que si nous arrivons à élever le niveau de vie des Maliens, il y aura beaucoup plus de compréhension. Et cela ne peut passer que par le travail. À noter que les assises de 2 jours au niveau des communes du district de Bamako ont pris fin ce jour au 16 décembre. Vivement la prochaine étape. Afin d'améliorer l'accès à l'eau potable à Bamako, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a visité des infrastructures de production et de distribution d'eau en cours de réalisation par la Société malienne de gestion de l'eau potable en commune 1 et 2 du district de Bamako. Cette visite de Lamine Seydou Traoré entre dans le cadre de la gestion du pic de consommation de l'année 2022. L'objectif était de s'enquérir de l'approvisionnement correct des habitants en eau potable et s'imprégner des mesures en cours pour réduire les pénuries d'eau dans la capitale. Cette action permettra d'améliorer la qualité de la fourniture d'eau aux habitants de Boulkassoumbougou, Suleiman-Bougou, Titi-Bougou, Fomba-Bougou et de Sangari-Bougou. En plus des clients actuels, cette nouvelle station de reprise servira 15 000 nouveaux clients en eau 24 heures sur 24, explique le chef du département maintenance électromécanique de la Somagep SA, Abdoulaye Sidibé. L'accès à l'eau potable ici est un véritable parcours du combattant. Tout au long de l'année, l'eau coule dans nos robinets pendant 2 heures
heures et 4 heures maximum. En saison, c'est pire, confie Sidiki Konaté, ingénieur des travaux résident à Boulkassombougou. Pour les maires de Boulkassombougou, cette station permettra un accès plus facile à l'eau potable dans toute sa commune, qui en a cruellement besoin. En effet, explique Dr Mohamed Nyari, il n'est pas rare de voir de longues files de gens venus s'approvisionner en eau au bord des fontaines publiques. Adolescents et femmes passent le plus clair de leur temps à recueillir l'eau dans différents récipients. Le ministre Seydou Lamine Traoré et sa délégation ont ensuite visité 3 forages dans la commune. Il s'agit d'un forage d'une capacité de 14 mètres cubes par heure à Sarambougou qui permettra d'augmenter les défis du réseau eau de 338 mètres cubes par jour. Il desservira en eau environ 3497 habitants de Sarambougou. Le deuxième forage qui fait 8 mètres cubes par heure est à Kouloubleni. Il permettra d'augmenter le débit du réseau d'eau de 192 mètres cubes par jour, améliorant ainsi la desserte en eau pour environ 2979 habitants de Kouloubleni. Le troisième forage d'une capacité de 12 mètres cubes par heure est installé à Marseille. Grâce à cela, le débit du réseau eau augmentera de 288 mètres cubes par jour en améliorant la desserte en eau pour environ 1986 habitants de Sangarebougou. Aïssata et Oumou Diarra ont respectivement 18 et 16 ans et habitent à Sangarebougou. Nous sommes nés et avons grandi ici. On a vu nos mères se battre pour trouver de l'eau pour les besoins de la famille et c'est ce que nous faisons aussi, confie Aïssata. Quant à Oumou, qui installe le dernier des 6 bidons de 101 qu'elle charge dans son pouce-pouce, cette nouvelle acquisition leur allégera la tâche afin de consacrer plus de temps à étudier. La dernière étape de la visite de terrain du ministre Traoré s'est déroulée sur le chantier en cours d'une canalisation DN600 sur le refoulement du Boster du pont des Martyrs au réservoir de Messira. Cette action permettra d'augmenter l'apport de Kabbalah à la rive gauche d'environ 1230 mètres cubes par heure, soit 10 627 200 mètres cubes par an. À cet effet, 333 308 habitants des communes 1 et 2 auront plus facilement accès à l'eau potable. Au terme de cette visite, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est dit satisfait de ces réalisations dans un délai restreint. Avec ces 3 actions, nous pourrons desservir Bamako et environ avec la station de Kabbalah qui produit d'eau que nous n'arrivons pas à acheminer. Grâce à ces travaux, on va passer de 65% à 75% de la capacité d'utilisation de la station de Kabbalah, s'est réjoui Lamine Seydou Traoré. Il a annoncé la construction d'une station d'eau à Moriba-Boukou qui va permettre de désengorger totalement Bamako et environ. Le directeur général de la Somagep SA a assuré que ces réalisations permettront d'améliorer significativement le taux d'accès à l'eau potable au niveau de la commune 1 et 2. Le plan d'action en cours pour faciliter l'accès à l'eau potable concerne toutes les régions du Mali, a ajouté Dramane Coulibaly. À cet effet, 72 centres ont été mis à la disposition de la Somagep SA pour garantir l'accès à l'eau potable aux abonnés qui sont sur les réseaux et qui manquent d'eau, mais aussi renforcer la capacité de production et de transit pour desservir les zones en manque d'eau, a-t-il laissé entendre. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 15 décembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte procédés à des nominations et attendu des communications. Aïssata Bachili pour la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté 1. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement Mourabba signé le 4 novembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Société internationale de financement du commerce pour l'achat de produits relatifs à la sécurité alimentaire et à leur vente à la République du Mali. La Société internationale islamique de financement du commerce réunie à la disposition de la République du Mali avec un financement d'un montant de 15 millions d'euros, soit 9 839 355 000 francs CFA. Cet accord est initié dans le cadre du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations cibles. Il permettra à l'Office des produits agricoles du Mali de couvrir une partie de son déficit en produits alimentaires, de disposer de moyens supplémentaires pour faire face aux besoins cruciaux du
secteur et de respecter les engagements dans le cadre de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 2. Un projet de texte relatif à la ratification de l'accord de prêt signé le 14 septembre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds qatari pour le développement. Projet pour défendre le secteur de l'éducation en République du Mali par le biais de la fondation L'éducation avant tout. Par cet accord, le Fonds qatari pour le développement réunit à la disposition du gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 24 500 000 $ US, soit 13 798 400 000 francs CFA environ. La signature de cet accord de financement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour l'éducation des enfants hors école qui couvre toutes les académies d'enseignement du pays et concernait 596 597 enfants non scolarisés en âge d'aller à l'école primaire, dont au moins 50% des filles. La réalisation du programme financier contribue à garantir l'accès à une éducation de qualité et à maintenir les élèves dans les zones cibles. 3. Des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement supplémentaire signé à Bamako le 1er octobre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement concernant le projet de mobilité et de connectivité rurale et la modification de l'accord de financement initial. Par cet accord, l'Association internationale de développement consent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 12 500 000 €, soit 8 199 462 500 francs CFA. Le financement additionnel vise à restructurer et à couvrir les dépenses de coûts du projet initial, liées notamment à la réhabilitation des infrastructures critiques dans le centre du pays. La réalisation du projet permettra d'améliorer l'accès routier des communautés agricoles aux marchés et aux services de base dans la zone du projet et d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des préparatifs des Assises nationales de la Refondation. Le Conseil des ministres a noté la bonne tenue des Assises nationales de la Refondation au niveau des communes sur toute l'étendue du territoire national. Cette phase, qui s'est déroulée dans 694 communes, a suscité l'engouement des populations. Cette phase, qui s'est déroulée dans 649 communes, a suscité l'engouement des populations. Les participants se sont exprimés en toute liberté et ont abordé avec enthousiasme et détermination l'ensemble des 13 thématiques. Ils ont fait un diagnostic sans complaisance de la gravité et de la profondeur de la crise, de ses enjeux et de ses réformes globales à opérer. Le président de la transition, chef de l'État, tout en déplorant la non-tenue des Assises nationales de la Refondation dans les communes de certaines régions, a invité l'ensemble des couches sociales à participer aux prochaines étapes du processus des Assises nationales de la Refondation en vue de proposer un nouveau pacte national de stabilité sociale, politique, sécuritaire et économique. 2. Le ministère de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une forte augmentation du nombre des cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a réitéré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Place maintenant à l'actualité internationale. Le dialogue politique redémarre ce jeudi 16 décembre en Côte d'Ivoire avec une rencontre entre le gouvernement et les principaux partis politiques. Il s'agit du troisième en moins de 3 ans avec à chaque fois un premier ministre différent. Le premier, initié par Amadou Gon Coulibaly, débuté en 2019. Il avait duré 6 mois dans un climat préélectoral tendu. Le deuxième, il y a 1 an, sous la houlette d'Ahmed Bakayoko, avait permis d'apaiser les tensions politiques exacerbées par la présidentielle de 2020. Cette fois, Patrick Achi est à la manœuvre. Il s'agit notamment de préparer les élections locales de 2023. L'année 2021 aura été marquée par une décrispation politique palpable en Côte d'Ivoire. Les législatives de mars se sont déroulées dans un climat apaisé et ont vu la participation de toutes les grandes forces politiques. Une réussite rendue possible grâce à une rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en novembre 2020, puis au dialogue politique relancé en décembre suivant par le premier ministre d'alors Ahmed
Ahmed Bakayoko. C'est à quoi il faut ajouter le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et sa rencontre avec Alassane Ouattara en juillet dernier, ainsi que certains actes posés par le gouvernement et présentés comme des gestes de réconciliation. Ce jeudi, le Premier ministre Patrick Achi qui conduira la première séance. Ce jeudi donc, le Premier ministre Patrick Achi va commencer probablement par poser le cadre de ce dialogue. Les autorités sanitaires du Nigeria ont annoncé la destruction d'environ 1 million de doses de vaccins Covid-19 qui ont expiré avant d'avoir pu être utilisées. C'est le directeur exécutif de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaire du Nigeria, Faisal Shuaib, qui l'a annoncé lors d'un point de presse à Abuja ce lundi. Il a déclaré qu'environ 1 million de doses périmées avaient été retirées de l'approvisionnement en vaccins du pays. Faisal Shuaib a ajouté que les autorités travaillent avec l'Agence nationale de contrôle des médicaments et le ministère de l'Environnement pour s'assurer que les vaccins sont détruits conformément au protocole de santé, de sécurité et d'environnement. Selon les rapports, les doses périmées sont des dons venus d'Europe par le biais du programme international de partage de vaccins COVAX et constituent le plus grand nombre de vaccins à expirer dans un pays. La semaine dernière, les autorités nigérianes ont attribué cette péremption à la courte durée de conservation des vaccins avant leur arrivée. Elles ont également reconnu que la logistique et les goulets d'étranglement liés à l'élimination des vaccins ont également entraîné une perte de temps précieuse. Selon les experts, cette affaire révèle un problème beaucoup plus vaste auquel sont confrontés de nombreux pays africains qui tentent de gérer des vaccins dont la date de péremption est proche. Le Nigeria n'acceptera plus de vaccins à courte durée de conservation car il exerce une pression indue non seulement pour le système de santé mais aussi sur la population, a déclaré Faisal Shuaib. Selon les responsables de la santé, seuls 3,6% environ de la population adulte du Nigeria ont été entièrement vaccinés. Ce chiffre représente moins d'un dixième de l'objectif de 40% que les autorités s'étaient fixé pour cette année. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma avait été placé en libération conditionnelle pour raison médicale en septembre dernier, 2 mois après son incarcération pour outrage à la cour. Ce mercredi, la haute cour de la province du Gauteng a décidé d'annuler cette décision. Un appel a été déposé. Selon la haute cour du Gauteng, la Commission nationale des services pénitentiaires n'a pas démontré la nécessité de placer Jacob Zuma en liberté conditionnelle pour raison médicale. En septembre, Arthur Fraser, à la tête de la commission à l'époque, avait affirmé que la possibilité d'un décès de l'ancien président pourrait entraîner des violences semblables aux émeutes qui avaient secoué les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng en 2021. Loin d'être suffisant pour justifier cette libération, affirme la haute cour sud-africaine. Quelques heures plus tard, les avocats de Jacob Zuma interjettaient l'appel, suspendant ainsi l'ordre de retour en prison adopté par la haute cour. Cette décision, ont souligné les avocats dans leur appel, constitue une punition cruelle et dégradante adoptée sans considération de l'état de santé du patient, sa dignité et ses droits fondamentaux. Cette décision est déjà très critiquée dans les rangs des alliés de l'ancien président. Depuis le verdict rendu ce mercredi matin, les appels à la mobilisation se multiplient en Afrique du Sud. De plus, Jacob Zuma et Arthur Fraser, anciennement à la tête de la Commission nationale des services pénitentiaires, devront rembourser les frais de justice. Le département des services pénitentiaires a précisé qu'il étudiait cette décision et qu'il se prononcerait en temps voulu. Au moins 50 personnes sont décédées après l'explosion d'un camion-citerne tôt mardi à Cap-Haïtien en Haïti qui a également fait de nombreux blessés selon un bilan provisoire fourni par un responsable local. J'ai constaté sur les lieux entre 50 à 54 personnes brûlées vives. Il est impossible de les identifier, a déclaré le maire adjoint de Cap-Haïtien Patrick Almonor. Une vingtaine d'habitations aux alentours ont également pris feu à la suite de l'explosion. Selon toujours Almonor, laissant craindre un bilan plus lourd. On n'est pas encore en mesure de donner de détails sur le nombre de victimes à l'intérieur des maisons, a-t-il précisé. Ce pays pauvre des Caraïbes est en proie à une forte pénurie de carburant en raison de la mainmise des gangs sur une partie du circuit de ravitaillement. Cela suscite une forte grogne au sein de la population et Haïti a d'ailleurs été le théâtre lundi de manifestations contre l'augmentation des prix de l'essence. L'hôpital Justinien, où de nombreux blessés ont été transportés, est débordé face à l'afflux des blessés dont beaucoup
beaucoup sont dans un état critique. On n'a pas les moyens pour prendre en charge les nombreuses personnes grièvement blessées. Grièvement blessées a témoigné auprès de l'AFP une infirmière de l'hôpital. Je crains qu'on n'arrive pas à tous les sauver. Port situé sur la côte septentrionale d'Haïti, Cap-Haïtien est la deuxième ville du pays. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Niata TV.